18h42 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Louis de Ragnel, avec Catherine, Eric Revel, Alexandre Devecchio. On a le plaisir de recevoir Claire Fourcade. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes médecin, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. On parle beaucoup de politique, on a parlé du budget il y a quelques instants. Il y a des projets de loi qui sont toujours à l'étude, notamment le projet de loi sur la fin de vie. Il n'y a aucune date pour l'instant qui est évoquée, mais on a appris par la bouche de François Bayrou que le texte serait scindé en deux projets différents. Un qui concerne les soins palliatifs, un qui concerne l'euthanasie. Est-ce que déjà, sur le principe, c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour vous ? Oui, absolument. Depuis le début des discussions sur ce projet de loi, il y a maintenant plus de 2 ans, les soignants demandaient que ces deux volets soient scindés pour bien marquer d'abord sur le fond la différence. Les soins palliatifs, c'est une question de soins, comme leur nom l'indique, c'est une question médicale, la façon dont notre société prend soin des plus fragiles et des plus vulnérables. La partie sur l'euthanasie et le suicide assisté est une partie beaucoup plus sociétale. Donc c'est deux sujets différents qui doivent être dissociés. Et puis sur la forme, ça permettra aux députés de voter librement sur chacun des sujets. Je pense qu'un texte sur les soins palliatifs pourrait de nouveau être voté à l'unanimité. La dernière loi votée à l'unanimité en France, c'est la loi Leonetti en 2005. On fête les 20 ans cette année. Ça pourrait symboliquement être fort d'avoir de nouveau un texte voté à l'unanimité sur ce sujet. Le texte sur l'euthanasie et le suicide assisté est beaucoup plus clivant, il divise davantage. C'est important que les députés puissent voter sur chacun de ces textes dans toute liberté. Il clive, mais néanmoins, on a une grande majorité de Français qui se disent favorables à l'euthanasie. Pourquoi ? Comment vous expliquez cela ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, ça se comprend, c'est tout à fait... si vous voulez, quand on regarde la mort de loin... on se projette, c'est quelque chose qui fait peur, on craint et on se dit qu'avoir cette assurance que si c'était difficile, je pourrais avoir cette solution-là, c'est normal. Ce qui est important pour nous et ce qu'on voulait mettre dans le débat, quand je dis nous, c'est les soignants qui sommes au contact des personnes en fin de vie, c'est à quel point, quand on est confronté à la question de la mort de plus près, on change, on évolue, on s'adapte de façon, pour moi, après 25 ans de métier, ça reste incroyable de voir la capacité d'adaptation de l'être humain à des situations qu'on aurait pensées inimaginables. Et à ce moment-là, les choix changent et c'est important de pouvoir à la fois entendre l'inquiétude des Français et en même temps ne pas faire peser le poids de cette inquiétude sur les patients les plus fragiles. Donc c'est ce défi qu'on a à gérer ensemble, collectivement, sur l'action de la fin de vie. Comment on rassure sans que ce soit les plus fragiles qui en payent le prix. Catherine Ney. Mais alors là, vous parlez d'abord d'une révision de la loi Leonetti. Qu'est-ce qui changera par rapport à cette loi déjà et qui a l'air de vous satisfaire, a priori ? Vous avez raison, pour l'ensemble des soignants de toute spécialité, on s'est réunis au ministère de nombreuses fois dans le courant de l'année dernière. La première réunion, on était une quarantaine, je pense qu'on représentait 25 spécialités différentes. Tous les soignants présents ont dit... Quand elle est connue et appliquée, la loi Leonetti nous permet d'accompagner les personnes en fin de vie correctement. Qu'on soit en réanimation, en cancérologie, en pédiatrie, en néphrologie, en soins palliatifs, quand elle est connue et appliquée, on a les moyens. Simplement, cette loi qui a été votée maintenant il y a 20 ans, elle n'est pas appliquée. C'est seulement 50% des patients qui en auraient besoin qui bénéficient des soins palliatifs. Et pourquoi elle n'est pas appliquée ? C'est un manque de personnel, de moyens ? Pourquoi elle n'est pas appliquée ? Je pense que c'est surtout un manque de volonté politique. On ne soigne pas avec des lois. On soigne avec des moyens, avec des gens, et il faut le décider ensemble, collectivement. Vous le dites, Claire Fourcade, dans ce livre, Journal de la fin de vie, aux éditions Fayard, il y a 500 personnes qui meurent chaque jour en France sans avoir eu accès aux soins palliatifs. C'est ça le vrai scandale. C'est ça le vrai scandale. Depuis 26 ans, 1999, la loi assure un accès universel aux soins palliatifs, et encore aujourd'hui. Et du coup, beaucoup de Français ont eu dans leur entourage des gens qui sont morts dans des conditions difficiles, parfois insoutenables, et qui disent « moi, je ne veux pas mourir comme ça ». Et donc, c'est important de dire « c'est évitable ». Ces morts sont insoutenables, mais elles sont évitables. Et donc, travaillons ensemble à les éviter. Mais justement, Claire Fourcade, et je rebondis sur la première question de Laurence Ferrari, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le débat est un tout petit peu biaisé ? On a l'impression que dans l'opinion publique, on nous impose une matrice qui consiste à dire la seule solution pour éviter la souffrance avant la mort, c'est l'euthanasie. Et c'est vrai que ça fait très peu de temps, en réalité, qu'on arrive enfin à parler un peu de soins palliatifs, d'accompagnement, de nécessité d'accorder un budget. Parfois, on a un peu l'impression qu'il y en a qui ne veulent même pas en fait, accorder un budget aux soins palliatifs, parce que la seule solution politique, d'ailleurs, c'est l'euthanasie pour eux. On a fait une belle loi et on pense que ça pourrait suffire. Mais voilà, il faut l'appliquer, cette loi. Et puis ce qui est important et que peut-être beaucoup de Français ne savent pas, c'est que l'euthanasie, on a essayé. C'est une solution du passé. Dans les années 80-90, l'euthanasie était une façon tout à fait courante et banale de mourir en France. Et les soins palliatifs en France, ils sont nés d'un refus de ces pratiques en disant on doit pouvoir faire mieux.
on euthanasie les gens parce qu'on ne sait pas les soulager, on doit pouvoir faire autrement. Et c'est aussi ce qui explique l'état du débat actuellement en France. Et on doit pouvoir faire autrement. Et donc là aussi, des progrès immenses ont été faits. Plein de choses sont possibles. Je travaille à Narbonne, dans l'Aude, un département rural, pauvre, où plein de choses sont possibles. C'est pas seulement dans des grands CHU et dans des grands hôpitaux, c'est possible. Donc, est-ce que vous trouvez que le débat est biaisé, qu'il y a une volonté un peu d'étouffer la question de l'augmentation du budget des soins palliatifs? Alors, je pense aussi que dans le débat, il y a deux questions. L'une cache l'autre. On nous dit c'est pour régler des situations très particulières de souffrance vraiment qu'on n'arrive pas à soulager. Et en fait, il y a une partie des personnes favorables à l'évolution de cette loi qui imaginent que c'est possible, et en fait un grand nombre qui veulent un nouveau droit accessible au plus grand nombre, le plus largement possible, avec le moins de contraintes possible. Et dans le débat, c'est pas toujours bien clair. On nous dit qu'il s'agit de résoudre des situations de souffrance. Ça, c'est notre métier, on le fait et c'est possible. Et puis la question du nouveau droit ouvert, ça c'est un débat de société. C'est bien qu'il ait lieu, mais c'est pas du tout la même chose. Et souvent, vous le dites dans ce livre, les personnes qui viennent vous voir avec une demande de mort assistée, rien que le fait d'être écoutées et accompagnées, cette demande diminue de façon quasi immédiate. Elles disparaissent presque toutes. Ce dont on a besoin, c'est de savoir qu'on sera accompagné, qu'on ne sera pas abandonné, qu'on sera soulagé. Et la loi actuelle, elle nous dit que nous, soignants, on doit soulager quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie. Tout doit être mis en œuvre, on doit avoir peur de rien, on doit prendre tous les risques pour soulager. Et une fois que les patients savent qu'on va le mettre en œuvre, qu'on sera là, quoi qu'il arrive, et ça c'est des promesses d'équipe, hein, on sera là, on ne vous laissera pas tomber, on voit tout de suite, la crainte tombe, et on peut à ce moment-là accompagner les patients, parfois pendant longtemps, mais en sachant que le moment venu, on sera là. D'ailleurs, dans votre très bonne interview du JD News, vous citez le cas de cette jeune fille qui demande l'euthanasie, et qui ensuite vous dit « mais vaccinez-moi contre le Covid parce que je suis très fragile, je risque de mourir du Covid ». Donc ça veut dire qu'elle a changé complètement d'avis. Alors elle n'a pas forcément changé, on est tous comme ça, elle est ambivalente. Et la plupart de nos patients, ils sont ambivalents. On est ambivalent pour plein de questions dans la vie, on voudrait à la fois avoir ceci et cela. Et beaucoup de patients sont ambivalents, c'est-à-dire qu'à un moment, ils vont nous dire « j'en peux plus, je voudrais mourir ». Et puis après une longue discussion, voilà, mais je voulais vous poser une question. Elle était en train de répondre, mais bon, c'est pas grave. Je souhaite qu'on pense à ça parce que ce livre va être évidemment important. Et je me souviens du livre, pour moi, qui m'a fasciné, qui m'a frappé, qui est le livre de Marie de Henzel sur la mort intime, préfacé par François Mitterrand en 1995. Il est à 1 an de la fin de sa propre vie, puisqu'il a un cancer de la prostate qui remonte à 80. Mais dans votre interview, vous dites un truc qui m'a marqué. Vous dites, au Canada, par exemple, sur 10 000 cas d'euthanasie, il y a 300 médecins seulement qui les pratiquent, c'est-à-dire un nombre très réduit de gens qui veulent. Et puis plus loin, vous dites, et le problème aussi, c'est que la clause de conscience, elle est juste pour les médecins, pas pour les équipes soignantes. Et ces deux choses-là me semblent fondamentales. Claire Fourcade. Dans tous les pays du monde qui ont légalisé l'euthanasie, c'est un très petit nombre de soignants. En Oregon, c'est 1,2. Au Canada, c'est 1,9 de médecins qui acceptent de faire. Il n'y a aucun pays qui a légalisé, comme on envisage de le faire en France, déjà que l'euthanasie puisse être pratiquée par l'ensemble des soignants, c'est-à-dire des infirmiers, habituellement, c'est réservé aux médecins. Des proches, maintenant. Voire des proches. Alors là, c'est encore un autre sujet qui est vraiment... Mais donc, c'est un très petit nombre de soignants. Et quand je disais que la promesse du non-abandon, elle se tient en équipe, c'est vraiment très important. Vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas dans le service où je travaille, mais je sais que d'autres y sont et que la promesse, elle se tient. On la tient ensemble. Et évidemment que ce n'est pas qu'une question médicale. L'infirmière qui va préparer le produit, l'aide-soignante qui va faire la toilette du patient, tout le monde est impliqué. Et puis, on travaille tous ensemble dans l'accompagnement de ces patients. On ne peut pas imaginer que la question ne concerne que le médecin. Bien sûr qu'elle nous concerne tous. Alexandre Devecchio. Non, moi, ce qui m'interpelle le plus dans ce débat, ce qui m'inquiète le plus dans ce débat, c'est pas tellement la question du choix philosophique. Moi, je peux comprendre qu'à un certain moment, certaines personnes veulent fermer la lumière. Mais vous l'avez dit au début, on est dans un contexte, on l'a dit d'ailleurs dans cette émission, on est dans un contexte budgétaire contraint. Il semblerait que l'État ait du mal à mettre le paquet sur les soins palliatifs. Si demain, ce type de loi est voté, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive, tout simplement? Vous voulez dire des raisons économiques? Pas pour des raisons économiques, pardonnez-moi, mais ce serait monstrueux. Ce serait pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'engrenage, en tout cas? On sait que les conditions sont compliquées parfois pour les médecins. Un risque de forme de pression de la société et sur les médecins pour abréger l'existence de certaines personnes. Pardonnez-moi de la poser comme ça, mais c'est une question. Les Canadiens sont les seuls qui publient les économies chaque année réalisées grâce à l'euthanasie.
Donc eux, c'est un pays anglo-saxon, hein, je pense que chez nous, ce serait plus difficile à envisager, mais eux, ils publient chaque année ce que ça permet d'économiser. On voit bien ce que ça fait peser sur les patients d'abord. Avant de peser sur les médecins, ça pèse d'abord sur les patients. C'est-à-dire l'idée que je pèse pour la société, je pèse pour mes proches. En Oregon, c'est la première cause de demande de suicide assisté, c'est le sentiment de peser pour les proches. Et donc on voit bien à quel point le message collectif de la société, moi je crois que ce débat, il est vraiment là, le message collectif que la société adresse à ses patients et à leurs proches. Si on leur dit, effectivement, si vous voulez mourir, on est d'accord, non seulement pour ça, mais en plus pour l'organiser, on envoie un message. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une loi qui envoie à ses patients un message qui dit, vous comptez pour nous, vous êtes important, chacun de vous est important pour nous, et parce que vous comptez pour nous, les soignants sont là, et on va tout faire pour vous soulager. Si ce message change, forcément, ça a un impact terrible, à la fois pour les patients, mais aussi pour les soignants. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait à ce moment-là, est-ce que vraiment ça a du sens pour notre société ? On a besoin de vous pour accompagner, pour faire face à la mort. C'est difficile. Parfois, on est submergé d'émotions, de souffrances. Et d'avoir derrière nous la loi et la société qui disent « tenez bon, on est là pour vous », c'est extrêmement important. Catherine. Oui, mais quand vous dites on va vous accompagner jusqu'au bout, on est là, on vous aime, on vous protège, on vous fait moins souffrir, mais il y a bien un moment où le moment où on s'en va. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on aide justement à ce que le dernier moment se fasse dans la douceur, parce que dans le fond, c'est ce que chacun espère. C'est-à-dire que si on est malade, mais aussi on compte sur vous pour... Mais c'est ce qui il y a se un passe moment dans les où ça hôpitaux. suffit, quoi. Il y a un moment où ça suffit. Alors, une chose qui est très importante, je crois, à dire, c'est que heureusement, la majorité des morts se passe calmement et tranquillement. Parce que le débat peut donner l'impression qu'on meurt toujours en souffrant, que c'est toujours quelque chose d'affreux. La plupart des gens mais ça qui veut dire meurent, aussi que vous êtes près d'eux. Et que vous faites tout pour que ça se passe dans la douceur. Beaucoup de gens meurent sans nous aussi, dans leur sommeil, heureusement, de vieillesse. Voilà. Parfois, c'est compliqué, parfois, il y a des symptômes difficiles. Et là, c'est notre travail à nous. La loi est là, elle nous aide et elle nous donne les moyens de soulager la souffrance et elle nous dit de tout mettre en œuvre. Et la question, on utilise ce qu'on appelle la sédation, c'est-à-dire la possibilité de faire varier la conscience, de faire dormir, de mettre une anesthésie générale. Moi, je dis toujours que c'est parce que ça existe que je peux travailler en soins palliatifs. Sinon, c'est insupportable aussi pour nous et on aurait tous la tentation de s'enfuir. Si on veut pouvoir être là jusqu'au bout, rester dans la chambre de quelqu'un qui est en fin de vie, il faut se dire qu'on a les moyens de soulager et donc on utilise ces médicaments qui sont des anesthésies générales pour dire on peut mourir de façon digne. En France, on peut vivre et mourir de façon digne. Claire Fourcade, merci beaucoup. Journal de la fin de vie, l'état, la mort et le tragique aux éditions Fayard. Merci d'être venu. Merci pour cette belle couverture du JD News, les soins palliatifs face à l'euthanasie, votre combat au nom de 800 000 soignants. Merci beaucoup à vous. Merci Eric, Alexandre, Catherine et Louis. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews et Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.